Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble et ce sera comme toujours 2 heures bien agréables sur Sud Radio. Et puis, je crois qu'il est de plus en plus nécessaire, je dirais même indispensable, d'évoquer l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Pour peut-être moins s'inquiéter, on pourrait peut-être parler à ce moment-là d'éducation à l'affectif. J'ai d'ailleurs pensé il y a bien longtemps qu'il serait judicieux, dès la maternelle, d'évoquer cette question aux petites filles et aux petits garçons. Néanmoins, le sujet ne cesse de faire polémique entre ceux qui voudraient ne parler que du genre, comme si le sexe biologique n'existait pas, et puis ceux qui aimeraient qu'on laisse les petits devenir grands et qu'on ne leur parle de sexualité qu'après leur maturité sexuelle, c'est-à-dire après 15 ans. Bon, évidemment, il y a une grande latitude entre ces deux manières d'envisager l'éducation à la sexualité, et je vous propose bien justement qu'on évoque ce sujet en compagnie de Stéphane Clerget. Alors Stéphane Clerget, qui est mon invité aujourd'hui, il a écrit il y a déjà fort longtemps un formidable livre sur la sexualité des petits. C'était, je crois, avant 2005 et ça s'appelait « Nos enfants ont aussi un sexe ». Ce livre existe toujours en poche, je vous le signale. Et on se rend compte qu'on n'avance pas beaucoup sur le sujet. Et en revanche, malheureusement, la pornographie avance beaucoup. Elle est là partout, tout le temps, sur les smartphones, même de nos tout petits. Voilà, alors je crois qu'il serait bien qu'ensemble, durant ces 2 heures, on évoque ce sujet avec vous. Et justement, n'hésitez pas à nous le dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est à l'école ? Est-ce que c'est peut-être à d'autres structures ? Est-ce que c'est aux parents de parler de sexualité à leurs enfants ? Dans un instant, Stéphane Clerget, de toute façon, va nous répondre. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, j'ai votre dernier livre en main. C'est pas Nos enfants ont aussi un sexe, mais c'est un livre très sympathique et très grand public, malgré un titre qui pourrait paraître compliqué. Le cerveau médecin, ses extraordinaires pouvoirs de guérison. C'est aux éditions Le Duc. C'est vrai qu'on a beaucoup avancé grâce aux neurosciences. On sait beaucoup mieux notre pouvoir d'agir sur notre cerveau et donc sur notre corps, notre santé, nos émotions, notre stress. Surtout, on en a parlé beaucoup hier. Oui, c'est ça le but de ce livre. Hein. Oui, c'est ça. Nos enfants ont aussi un cerveau et nous aussi, heureusement, mais on l'utilise que finalement pas suffisamment. Et on sait maintenant que notre cerveau peut, sinon nous guérir, en tout cas nous permettre d'aller mieux et de ne pas tomber malade. Et donc j'explore les différentes pistes par lesquelles on peut justement stimuler ce pouvoir-là, que ce soit l'auto-analyse, l'auto-hypnose, la pensée positive, des techniques comme ça qui ont été validées. Autant on accepte l'idée que le stress peut nous rendre malades, on l'a tous constaté, mais du coup l'inverse est vrai et c'est ça qui est rassurant, c'est-à-dire que quand on agit sur nos pensées, quand on persuade notre cerveau qu'on peut aller bien, eh bien il peut nous défendre, il peut défendre notre corps parce qu'il a un système immunitaire extrêmement développé qui peut chasser les virus, les bactéries, les cellules cancéreuses, parce qu'il a des pouvoirs de guérison, parce qu'on peut agir aussi sur nos taux de sécrétion hormonale, sur notre microbiote, et donc ça c'est formidable. Ça veut dire qu'on peut soigner grâce à son cerveau. Alors il y a évidemment aussi la sexualité, mais ça fait pas quelques pages seulement dans le livre, mais c'est bon. Mais ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse. Et c'est bon pour notre cerveau aussi et pour notre santé. Donc je tiens à le rappeler. Et puis ce qui est bon surtout aussi, c'est d'avoir des amis, d'être relié, d'être amoureux, tout ce dont on parle depuis toujours dans cette émission. Donc, tout à fait. Et là, j'ai mis en avant justement les études qui le démontrent, parce que comme médecin, j'aime bien les études pour valider. Donc, c'est des choses effectivement dont vous parliez, que vous sentiez, que vous présentiez, et qui s'avèrent aujourd'hui être démontrées. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ça en pratique pour aller bien, aller mieux et ne pas tomber malade. Il y a longtemps que j'ai mis ça en pratique, Stéphane Clerget. Mais vous avez l'air en pleine forme. Mais absolument, ça me réussit bien à la preuve. Avec mes 90 ans, quand même, on voit que ça marche bien sur moi. Vous ne les faites pas.
Alors, on va revenir au sujet du jour qui me paraît assez essentiel. Et j'ai eu envie de l'aborder avec vous, Stéphane Clerget, parce que vous avez toujours été un peu en avance, hein, notamment aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme sur les garçons, hein, les ados, qui sont plus en danger que les adolescentes, contrairement à ce qu'on nous dit dans les médias. Oui. Et vous avez sorti ce livre, alors je ne sais plus en quelle année, j'aurais dû aller regarder sur Google. Je sais que c'est avant 2003, parce que je crois qu'il est sorti en poche en 2003, ça je l'ai trouvé sur Internet. Nos enfants ont aussi un sexe. C'est un livre formidable, grand public également. Et dans ce livre, vous expliquez aux parents l'importance déjà très très jeune, hein, d'expliquer aux enfants qu'ils ont un sexe et que plus grands ils vont pouvoir s'en servir. Oui. Et ce livre est d'autant plus d'actualité, je ne changerai pas une ligne parce que aujourd'hui, eh bien, si on ne parle pas de la sexualité à nos enfants, évidemment en termes choisis, adaptés à leur âge, eh bien c'est d'autres qui vont le faire. Vous parliez tout à l'heure du porno, et c'est vrai que maintenant, dès 8-9 ans, ils ont accès au porno. À partir du moment où ils ont Internet, ils vont voir par curiosité, entraînés par les plus grands. Et il ne faudrait pas que ce soit le porno qui fasse leur éducation. Bien sûr. Et il faut savoir que quand ils tapent un mot-clé, genre par exemple princesse, ils peuvent tomber sur une image pornographique, parce que pour peu qu'il y ait un titre de porno qui s'appelle princesse au gros cul ou au gros sein, ils peuvent tomber sans le vouloir. Hein. C'est ce que souvent les parents ne se rendent pas compte. Il y a une enquête qui a été faite comme ça, et 60% des parents n'imaginent pas que ça puisse arriver à leur petit de 10 ans, alors que malheureusement ça arrive. Une image ou plus, hein, parfois des extraits de films, etc. Et il s'avère que ça a un effet assez choquant pour les enfants. C'est un peu comme aussi choquant que des images de guerre. C'est comme ça. Oui, ou le mec qui va se balader avec son imperméable et qui va l'ouvrir avec son sexe en érection devant les gosses, c'est pareil. Hein, c'est une effraction, si je puis dire, immédiate dans leur cerveau. Voilà, à un âge où justement ils doivent être mis à l'abri de ça, ne serait-ce que pour avoir une sexualité épanouie à l'âge où ils peuvent en avoir. Donc et puis ils nous en parlent aussi par leur comportement, de toute façon. Hein, dès la maternelle, il y a des comportements de curiosité, il y a des histoires de touche pipi qui, aujourd'hui d'ailleurs, font un peu paniquer les adultes. Hein. Moi, j'entends des parents qui portent plainte parce marrant, que... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant. C'est surprenant, oui. Ils vont au commissariat, des parents vont au commissariat parce que leur petite fille ou leur petit garçon a été visité par un autre du même âge, mais on parle d'enfants de 4 ans, là. Au lieu de discuter entre parents et d'expliquer aux enfants ce qu'il en est. Autant si un ado de 15 ans touche un petit de 4 ans, là, où en effet, il faut aller à la gendarmerie, mais 2 enfants de 4 ans, c'est de leur âge. Donc il faut leur expliquer qu'ils patientent, leur expliquer les différences entre les garçons et les filles, et les inviter à patienter s'ils veulent jouer à touche zizi ou à touche fesse ou autre. Hein. Et qui serait chargé de leur expliquer tout ça? Est-ce que c'est les parents, l'école, une autre structure? Idéalement les parents. Idéalement, les parents, c'est effectivement aux parents d'expliquer, en tout cas de répondre aux questions des enfants, qu'elles soient verbales ou comportementales, et de leur expliquer que pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme, que c'est des échanges de graines, que le fait bébé, ça se fait à l'occasion du fait l'amour, mais qu'on peut faire aussi l'amour sans faire des bébés, qu'on peut être amoureux d'un garçon ou d'une fille, mais que le faire l'amour, c'est à partir de 15 ans, avec quelqu'un qui est d'accord, qui n'est pas de sa famille, qui a 15 ans ou plus. Donc déjà là, on explique que la sexualité répond à des règles. Mais quand on vous entend parler, ça paraît très simple finalement, parce que vous avez le langage tout à fait adapté, ce qui n'est pas toujours si simple évidemment pour les parents. C'est pour ça, d'où l'intérêt effectivement de l'école. On sait qu'il y a des parents qui ne peuvent pas aborder ce sujet-là, c'est trop difficile pour eux. C'est vrai que parler de sexualité avec ses enfants, ça va pas de soi. Donc l'école peut avoir un rôle à jouer. Mais dans ce cas-là, que ça se fasse un peu en concertation avec les parents, parce qu'on voit que
que ça énerve beaucoup les parents, ces sujets-là, ça les angoisse beaucoup. Ils ont toujours l'impression qu'on va dépraver leurs enfants. Voilà, il faut en tenir compte et du coup, il faut qu'il y ait des échanges entre les parents d'élèves, les enseignants et à partir du programme, parce qu'il y a un programme qui est imposé aux enseignants, hein, c'est pas eux qui inventent les choses, ils sont aussi eux-mêmes très, très prudents et parfois très mal à l'aise et donc on s'entend sur la manière de dire les choses. Moi je suis pour des échanges pacifiques entre les parents et les enseignants. Mais à l'ère du visuel, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite vidéo pour des enfants de 3-4 ans, ensuite de 10 ans, ensuite de 15 ans, enfin je veux dire... Non. Non. Elles existent, il y a des vidéos qui sont proposées, mais moi je pense que l'échange interhumain, il faut pas avoir peur. Si on monte la vidéo, c'est parce qu'on a peur d'aborder le sujet. Et si l'enfant il sent qu'on a peur d'aborder le sujet, déjà la sexualité est présentée comme quelque chose de dangereux. Waouh. Donc il faut, si on a peur, on le fait pas, on demande à un collègue, mais il faut pas avoir peur d'aborder ça. C'est quelque chose de formidable. Et laisser les grands-parents s'en charger, vous trouvez pas que c'est une bonne idée parce que ça évite parents-enfants Peut-être, oui, c'est sûr que ça serait peut-être plus facile. Il y a moins cette angoisse incestueuse. Alors on va lancer un appel tous les seniors qui sont à la retraite, qui s'ennuient un petit peu, mais qui ont été actifs sexuellement, qui sont à l'aise avec la sexualité. On pourrait peut-être former un club qui pourrait aller dans les écoles parler aux enfants. Tout à fait. Hein. Il y a des bouquins qui commencent à être bien faits ou sur lesquels les adultes peuvent s'appuyer pour expliquer le b.a.-ba. Mais encore une fois, les parents ont très peur qu'on aborde le Kama Sutra, c'est pas le sujet. Non, c'est expliquer les règles, expliquer l'envie, le désir. Son corps lui appartient. Enfin, toutes ces grandes phrases essentielles. Bien sûr. Qu'il faut répéter d'ailleurs. Il faut pas en parler une fois et croire que ça suffit. Hein. Oui, mais faut leur expliquer. Mais on peut aussi considérer que l'enfant n'est pas forcément future victime. L'enfant est aussi futur acteur. Et ça peut être joyeux, la sexualité. Voilà. Ça peut être dans très ton corps joyeux. T'appartient, mais aussi le corps de l'autre ne t'appartient pas. Ça, on le dit jamais. Mais faut aussi le préciser. Donc, c'est toujours un accord commun. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Stéphane Clerget est avec nous et c'est à vous de réagir au 0826 300 300. N'hésitez pas, on vous retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre. Son dernier livre, Le cerveau médecin, aux éditions Le Duc. Il est là pour nous aider à mieux parler de sexualité à nos enfants, à nos ados. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, de nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. C'est ce que fait Diane. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Donc il a 17 ans, votre ado, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je suis en plein dedans. On est en plein dans les discussions en ce moment. C'est bien, il parle avec vous ? Alors, on parle énormément et très librement. J'ai toujours parlé très librement. Toute son enfance, je lui ai parlé librement. J'ai beaucoup aimé le discours tout à l'heure sur effectivement sur le corps, quand, comment, avec qui, etc. Donc j'en ai beaucoup parlé avec lui où je lui ai dit, j'ai toujours dit homme, femme, peu importe, femme, homme, peu importe. Il a autour de nous, on a pas mal de couples homosexuels, donc il a pas, ça a toujours été sans tabou, sans rien, toujours très naturel. Donc on a toujours été très dans la discussion. Et là, il vient d'avoir sa première petite copine. Et donc je lui dis, chaton, il faut qu'on parle. Et il me dit, mais maman. Tu vas me parler de quoi? Des préservatifs? Ah non, ça, j'ose espérer que ça, tu sais comment faire. J'espère que tu t'es entraîné. Et surtout, j'espère que tu sais qu'il faut l'utiliser et tout le temps, pour pas attendre au dernier moment, etc. Bon. Et il me dit, du coup, tu veux me parler de quoi? Et je dis, j'ai voulu désacraliser ce premier acte en lui disant, si ça ne fonctionne pas comme tu l'as imaginé, c'est pas grave, tu peux recommencer, il n'y a rien de grave, il faut le consentement, etc. Enfin, ils sont beaucoup là-dedans, les ados aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal.
Et surtout, je lui dis voilà, il faut que tu saches même que le porno, c'est pas la vraie vie. Et il me dit oui, je sais maman. Il me dit mais je regarde pas de porno. Je dis ah bon? Et je dis mais du coup c'est quoi ton référentiel? Et il me dit mais ce sont les livres. Il me dit comme il lit beaucoup de la littérature pour jeunes adultes on va dire et des romans un peu coquinous j'imagine. Du coup je les lis pas donc je ne sais pas mais et il me dit mais c'est ça je dis bon bah écoute très bien. Et il me dit mais maman je me mets pas la pression, c'est important. Je dis écoute chérie, il faut juste que tu sois à l'écoute de ton partenaire, ta partenaire. Je dis il faut que tu sois à son écoute et voilà. Je dis si ça se passe pas bien, si ça va vite, je dis c'est normal. Et je dis ne t'inquiète pas, tu peux recommencer après, tu peux continuer. Enfin, en fait lui enlever un peu le poids le poids d'une première relation sexuelle. Et ses copains, quand il lui raconte des conversations qu'on a, ses copains me disent tous mais elle est trop bien ta mère parce qu'on peut tout lui dire, on peut parler de tout avec ta mère. Bon, tant mieux. D'accord. Bah écoutez, tout va bien. Peut-être que c'est pas non plus utile d'en parler autant. C'est pas la peine non plus. Il me semble que là maintenant tout a été dit. Laissez-le maintenant vivre sa petite romance et puis vous verrez bien s'il a besoin de vous parler, il viendra vous parler. Je crois que c'est surtout ça qu'on entend, c'est qu'il est libre de venir vous parler quoi qu'il ait envie de dire. C'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux pas lui. Déjà, je lui impose pas de discuter. Là, c'était important que je lui explique parce que je voulais pas qu'il se fasse toute une montagne. Et après, je dis maintenant, si tu as besoin de parler, de poser des questions, tu peux venir me voir. Stéphane, vous voulez réagir? Oui. Oui, moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que les ados garçons peuvent parler aujourd'hui du sujet avec leur mère. Ça paraît aller de soi aujourd'hui, parce que les mères parlent beaucoup plus avec leur fils, mais je vous assure que de mon temps, non, clair, oui. On ne parlait pas de ça avec sa mère. On pouvait parler de sexualité avec son père en tant que garçon, parce que les pères considéraient que c'était un sujet important, mais du coup, c'était les pères qui notamment nous expliquaient ce que les femmes attendaient. Et c'était complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, ce qui est formidable, c'est que les garçons démarraient dans la sexualité, ils n'avaient aucune idée de comment était une femme, de ce qu'une femme attendait. Il y a même une époque où ils allaient au bordel avec le père. Oui, c'était ça, oui, bon, ça, j'ai quand même pas connu. Mais donc, je trouve ça formidable que les mères puissent parler avec leurs fils, surtout pour parler effectivement des attentes des femmes. C'est intéressant ce que vous dites, parce que les femmes s'étant beaucoup libérées sexuellement, elles osent et elles ont envie d'en parler à leur fils. Oui. Et d'ailleurs, on sait que les hommes qui ont eu des mères féministes sont des hommes qui respectent beaucoup plus les femmes parce que leur mère leur a fait comprendre qu'une femme, ça se respectait. Hein. Bon, après, il ne faut pas qu'ils en aient trop peur non plus. Mais c'est, en tout cas, ça c'est. Et puis, ce que je retiens dans le témoignage de madame Diane, aussi, c'est vrai que on n'a pas pu s'empêcher d'être surpris quand le garçon de 17 ans dit « mais je regarde pas du porno ». Parce que c'est une telle maladie aujourd'hui, le porno, parce qu'ils sont tous sur le porno malheureusement et on sait combien ça les empêche d'entrer dans la sexualité, c'est tellement confortable. Après, on va pas dans une vraie relation que c'est rassurant, effectivement, de voir qu'il y a des jeunes et c'est bien parce que du coup, il y a plus de place pour l'imaginaire. La lecture laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire que le film, hein, de toute façon. Et du coup, on construit son fantasme, son imaginaire sexuel personnel. C'est comme une œuvre d'art. Alors, avec le porno, c'est du prêt-à-porter qui s'impose et on n'a pas le temps d'élaborer et de construire. Fabriqué en Chine en plus. Fabriqué en Chine. Enfin, c'est pour dire la qualité du porno. Hein. C'était ça mon illusion. Je ne savais pas. Non, c'était mon illusion. Parce que j'allais dire une bêtise, je ne la dirai pas. Dommage. Non, c'était par rapport à la taille, mais tout le monde aura compris de quoi j'allais parler. Merci Diane, en tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause, on continue avec vos questions sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre. La relation parent-enfant est une relation tellement essentielle. On devrait, en tant que parents, pouvoir éduquer nos enfants à tout et même à la sexualité. C'est notre sujet du jour. Sujet, on le sait, très controversé, très délicat. Et grâce à vos témoignages, eh bien, on va essayer pendant ces 2 heures de planter la petite graine, Stéphane Clerget. Et en tout cas, le fil rouge de cette émission, c'est votre livre « Nos enfants ont aussi un sexe » qui est en poche maintenant, si vous avez besoin de comprendre vraiment de quoi il faut parler. Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. J'appelle pour en fait vous faire un témoignage. Moi, je suis né au début des années 1970. Donc j'ai eu 2 enfants qui sont nés dans le début des années 90. Donc et on n'a jamais eu de soucis spécifiques. On a parlé librement de beaucoup de choses. Voilà. Après, je pense que. Mais je pense que dans les enfants qui sont nés dans ces années-là, on parlait quand même assez bien de sexualité grâce notamment malheureusement au SIDA, où il y a eu quand même des informations intelligentes qui passaient sur notamment les IST, etc. On n'était pas encore dans l'ère du tout porno, donc je pense que ça a été assez facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Clerget. Oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est vrai que le SIDA, avec les drames, a été quand même l'occasion d'aborder le sujet de la sexualité, même en famille. Alors évidemment sur un mode de protection, mais c'était quand même une façon de commencer à en parler. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore Internet avec le porno tous azimuts qui vient effectivement perturber la sexualité des jeunes gens. Mmh. Donc c'était pas le plus difficile. Je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour des parents qui ont des enfants de 4-5 ans ou de parler de sexualité, parce que d'abord on entend dans les médias des discours très contradictoires. Voilà, mais excusez-moi, je vous ai coupé, Frédéric, je vous laisse continuer. Non, pas du tout, c'est le principe d'un débat. Bah oui, mais non, on coupe pas les gens lors d'un débat, je suis désolée, excusez-moi Frédéric. D'accord, mais oui, par rapport à ça, par exemple, pour ça y est, un garçon et une fille, et quand l'heure entre guillemets est arrivée d'Arrest, c'est une anecdote assez rigolote. On avait acheté une boîte de préservatifs pour notre garçon et on lui a dit on lui a quand même dit que si on s'apercevait qu'il faisait des bombes avec, c'était pas pour ça. Mmh. Donc on lui a tout a bien été. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? À ce moment-là, il a rien dit de spécifique, rien du tout. C'est quelques mois plus tard, une fois parce qu'on avait acheté une boîte d'une centaine de préservatifs comme ça, voilà. Et mon ex-femme lui a demandé gentiment, mais comment est-ce qu'il t'en reste des préservatifs ou pas? Et il l'a regardé, il lui a dit, mais je sais pas ce que papa utilise, moi. Ah, c'est drôle ça. C'est drôle. Il a eu la répartie là. Oui, voilà. Bon, après. Et alors, est-ce que vous en utilisiez? Non. J'étais en couple. Bon, après, sauf des fois problème, mais sinon non, rarement. Voilà. Et alors, c'est intéressant aussi ce que vous dites, parce que vous voyez, vous en avez donné pour votre fils et pas pour votre fille. Elle était plus petite, ils ont 4 ans et demi d'écart. Donc, oui, d'accord, ok. Je veux dire, après, ma fille a été parfaitement au courant de à quoi ça servait, parce qu'on n'allait pas cacher, c'était pas tabou, c'était pas caché, elle savait. On lui a toujours expliqué que de toute façon, par exemple, elle, ses premiers ébats devaient être, comme elle le sentait. Et pas pour faire plaisir, on a essayé de participer à leur éducation. Maintenant, je trouve que après, c'est vrai qu'ils ont libre accès, les enfants, au porno, mais là, je sais pas si vous avez entendu, mais la mode, un téléphone portable a été ressorti qui datait des années 90, où ils ne peuvent se servir que de faire des SMS et téléphoner. Les fameux achetez ça à votre ado, il vous le renvoie au visage. Parce qu'ils appellent ça les smartphones des grands-pères. Ah, ils veulent pas. Je
suis d'accord avec vous, mais après, je dirais à partir d'un certain âge, mais je trouve que de plus en plus, je veux dire, moi, mes enfants... il a raison, Frédéric, jusqu'à 10-12 ans, on pourrait vraiment, franchement, leur donner ce genre de téléphone. Bien sûr, mais on ne supporte pas les cris d'orfèvre de nos adolescents maltraités par ses parents indignes. Ça fait partie de l'éducation et le rôle des parents, je pense, quand même, d'être un peu... il y a des fois, on doit... Je crois que de moins en moins, on sait dire non. Voilà. C'est pas évident, donc. Et pourtant, moi je l'entends, et je suppose que vous aussi, Stéphane Clerget, moi je l'entends souvent, des enfants qui remercient leurs parents, enfin des adultes donc qui les remercient leurs parents parce que justement on leur a dit non, on leur a appris la frustration. Oui, mais comme vous dites, c'est bien tardivement qu'ils le disent. Qui remercient, oui, au départ, c'est pas ça. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Je trouvais ça très intéressant de la traditionnelle boîte de préservatifs qu'on offre aux garçons. Et c'est vrai qu'on devrait aussi l'offrir aux filles. Parce que c'est vrai que... Oui. Non, mais je dis ça finalement pour les parents en général qui nous écoutent. C'est vrai qu'on pense pas à impliquer les filles aussi dans cette démarche-là de se protéger tout en protégeant leur partenaire. Et j'irais jusqu'à dire qu'on peut, alors évidemment pas si on n'est pas à l'aise, mais on peut aussi expliquer à sa fille comment on met un préservatif sur un pénis avec une banane ou un légume quelconque pour justement qu'elle soit pas totalement démunie si jamais le garçon est totalement incapable de le mettre. Oui, on n'y pense pas forcément. Et ce que vous avez dit aussi, Frédéric, quand vous avez dit à votre fille, à juste titre, qu'il fallait qu'elle fasse l'amour si elle en avait envie et non pas pour faire plaisir à son partenaire, rien n'empêche de le dire à des garçons. C'est moins fréquent. Mais moi, je vois des fois des garçons qui font l'amour pour faire plaisir à leur partenaire et pas parce que ils en ont vraiment envie. Ou pour pas être ridicule, pour pas se faire moquer, etc. Oui, bien sûr. Oui, mais les mentalités, je trouve que les mentalités évoluent sur les pratiques et autres, mais je pense que je sais pas si on n'est pas dans une mode un peu américaine ou très puritaine et que tout se passe par derrière et pas je sais pas ce que vous voulez dire par derrière. Vous avez l'esprit mal tourné, Stéphane Clerget. Voilà, j'étais pas dans ce sens-là. Tout est caché, quoi. Tout est caché, comme l'on voit. C'est vrai que moi j'ai connu les télés où on voyait, je sais pas si vous vous rappelez, le Colaro Show, là où il y avait la Plémette à 19h55. Je crois que c'était à l'époque, c'était un striptease. Comme vous avez dit, maintenant les jeunes ont accès au porno. Moi, les années où j'ai connu ça, c'était vraiment, c'était très difficile d'accès, on va dire. Oui, il fallait la cassette vidéo, c'était compliqué. Voilà. Et maintenant, mais ces gens ont accès à ça et par exemple à la télé, on devient de plus en plus puritain. On peut plus montrer même sur les nouvelles technologies, dès que vous mettez un sein nu, même si c'est par rapport au cancer du sein, vous êtes, l'intelligence artificielle vous supprime ce. Oui, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un sein nu, mais à côté de ça, les gamins peuvent regarder du porno sur Internet. Donc c'est les deux extrêmes. Vous avez raison, Frédéric. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a une sorte de, on a tellement aujourd'hui peur du sexe brut qu'on finit par même plus pouvoir faire passer une information d'un sexe nu, enfin d'un sein nu qui serait juste oui, on agresse les enseignants qui parlent de sexualité alors que les ados pendant ce temps-là regardent du porno, quoi. C'est vrai que moi j'ai un exemple comme ça, je dirais. C'est une femme qui allait son enfant. Oui, absolument, vous avez raison. Voilà, donc je veux dire, après, tout dépend le regard des autres. Oui, mais je veux dire, moi, je sais pas, ça m'est arrivé de voir des femmes qui allaitent leurs enfants, qui sortent leur sein. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Je veux dire, il y a rien de sexuel. Il y en a qui sont chassés des restaurants. Oui. C'est quand même assez bizarre, quoi. Vous avez raison. C'est vrai qu'on est dans une période un peu paradoxale.
Bon, espérons que ça va se stabiliser dans le bon sens, mais j'en suis pas certaine. Bon, on verra bien. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire si ce n'est essayer ensemble, comme on le fait tous les jours pendant ces 2 heures, de parler intelligemment de sexualité. Parce qu'en fait, la question, elle est là, c'est de parler intelligemment de quelque chose qui fait partie de la vie depuis toujours et qui sera toujours important pour l'humanité. Enfin, oui. Bon. Mais je suis d'accord avec le terme puritanisme, c'est paradoxal de ne pas être puritanisme aujourd'hui alors qu'il y a du porno, mais c'est vrai, la prohibition c'était un peu ça, quoi. Fallait pas boire d'alcool et du coup il y avait les bars où les gens se mergeaient exactement. Jusqu'à plus soif. On sait de toute façon que la censure a un effet contre-productif, donc... Oui. Enfin, merci beaucoup Frédéric, votre témoignage était tout à fait juste et important. On va donner maintenant la parole à Nathalie qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra en poser une ensuite à Stéphane Clerget. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bon, Nathalie, s'il vous plaît, soyez avec nous. Non, visiblement Nathalie est très occupée. Ah, eh bien, on dirait pas par quoi, par qui. C'est pas grave. Bon, on va faire une petite pause et puis on va essayer de peut-être pas de la retrouver. Tant pis, on va zapper les questions intimes. C'est ça le direct. Et puis on se retrouve dans un instant. N'hésitez pas vous aussi à venir témoigner 0826 300 300. Vous avez, si comme Frédéric, vous avez envie de donner votre avis, il sera le bienvenu. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, est avec nous. Nous évoquons l'éducation à la sexualité et Fabrice réagit avec nous. Bonjour Fabrice, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Donc oui, je vous ai appelé car en fait j'étais confronté à cette situation lorsque j'ai connu ma femme. Elle avait 2 enfants qui avaient 5 ans et 9 ans. Oui. Moi je suis quelqu'un sur la sexualité entre guillemets d'assez ouvert. Donc l'éducation, en tout cas les rapports que j'ai eus avec elle concernant ce sujet, c'est de leur dire que la sexualité c'est pas quelque chose de sale, que si elles étaient là c'était parce que leur papa et leur maman étaient tombés amoureux, et surtout je leur ai dit que c'était très important d'en parler parce que je leur ai dit le jour où vous êtes confrontés à ça, moi je préfère excusez-moi peut-être grossier, mais que ça se passe dans de bonnes conditions que dans une voiture ou en forêt ou je sais pas quoi. Et je pense que ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui elles ont 25 et 29 ans et elles sont parfaitement épanouies. Mmh. Et leur père, il était présent ou pas ? Non, pas trop. Non, pas donc trop. vous êtes devenu le père de substitution en fait pour ces deux. Oui, alors ce qui est marrant, on a changé de région, donc quand les filles ont grandi, elles le voyaient plutôt. Enfin, si elles le voyaient pour les vacances, etc. Et en fait, lorsque ma plus jeune a eu son premier amour. Le jour où c'est arrivé, en fait, elle rentrait de l'école, donc je la récupère au bus, je la regarde, je fais alors radada ou pas, et là elle a rigolé, elle m'a dit oui. En fait voilà, ça m'a touché parce que j'ai moi été la première personne à qui elle l'a dit, quoi. Justement, c'est intéressant votre témoignage et je pose la question à Stéphane Clerget pour une fille. Donc le fait que ce soit un père de substitution et donc pas le géniteur, ça change sa manière de voir son père justement. Qu'est-ce que ça provoque ? Sans doute. Après, on peut être père de substitution et avoir établi des tels liens affectifs que finalement, dans le cœur de l'enfant, c'est un père comme un autre. Mais c'est vrai qu'on va s'adresser sans doute différemment à son père et à son beau-père. Et peut-être, il y a peut-être moins de barrières pour aborder des sujets peu intime avec le beau-parent, certainement. Ça peut faciliter les choses, en effet. D'autant que vous étiez libre, vous, Fabrice, sur cette question. Oui, je pense parce qu'en fait, la plus grande... la plus grande est partie au Canada il y a, ça fait 7 ans, 8 ans maintenant. Et je l'ai toujours férié quand j'avais au téléphone, parce que maintenant, c'est vrai qu'on arrive à faire des vidéos, etc. À chaque fois, je dis alors, ça y est, tu vas trouver un bûcheron, etc. Et puis un jour, ma femme me dit, tiens, elle veut te parler. Alors je dis, alors ma chérie, ça va, t'as trouvé un bûcheron? Et là, elle me dit, non, mais par contre, j'ai trouvé une bûcheronne.
J'ai dit, bon, bah écoute, voilà, ok. Donc, et en fait, après, quand on en a discuté plus sérieusement, c'est vrai qu'elle a dit à sa mère qu'elle se sentait pas encore prête de l'annoncer à son père, parce que son père est pas du tout ouvert comme moi je peux l'être. Oui, finalement, c'est pas le fait que vous soyez beau-père qui a facilité les choses, c'est peut-être le fait que vous soyez justement libre par rapport à la sexualité. Oui, parce qu'on est deux caractères complètement différents, donc c'est vrai que même au quotidien, enfin voilà, on rigole, on plaisante, on parle de tout, il n'y a pas de tabou, enfin c'est. Il y a un moment donné, comme on dit, il faut appeler un chat un chat. Si vous êtes là, c'est parce que... Oui, mais c'est facile pour vous parce que c'est naturel pour vous. On sait très bien que quand on veut faire comme si on était libre, les enfants sentent bien que ça ne marche pas comme ça. Enfin... Donc c'est pas... Malheureusement, vous êtes d'accord, hein, Stéphane Clerget. Oui, c'est dommage parce que la vie, c'est ça, quoi. Les enfants n'arrivent pas par des cigognes ou des choses comme ça, donc à un moment donné, moi je pense, j'ai préféré leur dire, et puis je leur ai même dit, le jour où vous vous sentez prête, je préfère que ce soit fait chez nous, nous dites, on part, on va faire bref, mais voilà, moi je préfère vous savoir en sécurité à la maison dans de bonnes conditions, je dis, dans la voiture ou je sais pas où, quoi, À la fois pour positiver la chose, je trouve aussi intéressant d'avoir entre guillemets de papa, parce que c'est bien de pouvoir le dire, mais c'est peut-être aussi bien de pouvoir le cacher. Et de donner il y a un endroit avec son père où finalement elle est encore une petite fille qui n'a pas de sexualité. Et c'est des âges où on aime bien avoir des images aussi un peu plurielles. Donc je trouve ça bien de pouvoir le dire à un parent, et je trouve ça aussi intéressant qu'il y a un parent qui a de nous une vision peut-être plus ancienne et qui nous fait encore un peu du bien à l'âge où on a encore un pied dans l'enfance. Moi, je trouve ça bien d'abord plein d'adultes autour de soi en général, comme ça on a des façons d'être un peu différentes et des modèles un peu différents. D'ailleurs, on voit bien que parfois on va avoir des idées ou des comportements sexuels par rapport à une tante ou la meilleure amie de sa mère, ou etc., qui a servi un peu de modèle identificatoire. Et finalement, on s'éloigne totalement de ce qu'auraient pu nous donner comme conseil les parents. Donc, finalement, c'est très complexe de dire ce qui fait que tel enfant va devenir comme ça sexuellement. Enfin, aussi, oui. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme de la sexualité. On prend, on pioche, et puis c'est parfois, moi je vais prendre un petit exemple qui va vous faire sourire, Stéphane Clerget, mais moi je me souviens que j'ai vu Scarlett O'Hara, donc Autant n'importe le vent, j'avais 14 ans, et en voyant ce film et cette femme avec cette force de caractère, je me suis dit, moi non plus, je me laisserai jamais. Vous voyez, et finalement, je pense qu'il y a aussi... Et vous avez respecté la petite fille de 14 ans, puisque je ne crois pas que vous laissiez guider. Non, je me laisse pas beaucoup guider. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand on a 10 ans, 15 ans, on peut être totalement marqué par un film, par un roman, par une personnalité connue. Enfin, on sait très bien qu'on pioche partout pour se construire. Et vous en parlez dans votre prochain livre, là, qui sort au mois de juin, dont j'ai vu la couverture. Vous êtes super mimi. C'est une photo très ancienne, Stéphane Clerget. Oui, c'est un livre, évidemment, qui va sortir, où je raconte beaucoup de choses de personnelles de ma vie, oui, c'est vrai. Oui. Bon, Fabrice, vous ne parlez pas que de Johnny Hallyday. Oh, mais vous n'avez pas recommencé. Fabrice, excusez-moi, on diverge alors que vous êtes avec nous. Oui, justement, vous avez eu des enfants ou pas du tout? Enfin, oui, j'ai une fille et mon ex-compagne a bien fait les choses, parce que quand je suis parti, ma fille avait 1 an et demi. Et aujourd'hui, j'ai une fille que je connais quasiment pas. Bon, voilà, c'est des SMS de temps en temps, mais... D'accord. Oui, ce qui veut dire que finalement, vous avez beaucoup plus parlé de sexualité avec vos 2 belles filles qu'avec votre propre fille. Oui. Tout à fait. Oui. C'était parce que c'était ma question, justement. Et comment vous avez parlé de sexualité à vos enfants, malheureusement Alors, on a un fils maintenant en commun, qui va sur 14 ans. Et voilà, il voit, on en entend encore parler, mais ça commence à devenir un adolescent, et à un moment donné, on en parlera, et puis on aura le même discours avec sa mère. À 14 ans, il faut déjà avoir dit pas mal de choses, Fabrice. Oui, bien sûr.
Pour le moment, il est plus console que fille, donc on a encore un peu le temps. Et qu'est-ce qu'il prend comme avatar? Sur la console, vous voyez les avatars qu'il prend? C'est les personnages. Oui, alors il joue à Minecraft, il joue des choses comme ça. Ah oui, donc là il y a moins de. Mais c'est intéressent de voir dans les jeux vidéo les personnages, vous avez les raison. avatars. Et alors j'ai découvert que les jeunes, même les enfants, 10-12 ans, ils peuvent prendre en tant que garçon des avatars féminins. Parce qu'ils les trouvent plus classe et voire plus combatives. Je pense notamment au jeu Fortnite qui cartonne chez les préados. Et donc, ils prennent pas toujours des avatars masculins. Enfin, ils alternent. Mais pour eux, il y a aussi... Et les filles, sans doute, aussi prennent des avatars masculins. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et ça, c'est relativement nouveau quand même. C'est là où on voit que la question de genre a quand même a libéré quand même les stéréotypes du masculin et du féminin. Ah, mais oui. Il y a des choses qui bougent beaucoup. C'est intéressant. Oui, et là c'est plutôt bien parce que c'est une ouverture. Exactement, ça permet de sortir de ces rôles un peu trop stéréotypés qu'on avait quand on était homme ou femme il y a 30 ans. Merci Fabrice en tout cas. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non, c'est Eh ben, merci en tout cas de votre témoignage. Et puis, on continue, bien sûr, on va continuer évidemment dans cette deuxième heure à évoquer tout ça avec vous au 0826 300 300. Je rappelle aussi que vous avez écrit ce livre, Le cerveau médecin, qui est sorti chez le Duc. Est-ce que justement, on aide nos enfants déjà à utiliser de manière positive, si je puis dire, et à influencer de manière positive notre cerveau? C'est intéressant parce que je crois pas assez, non? Oui, on n'y pense pas en tout cas. On y pense un peu, on commence à y penser un peu pour soi, mais alors que on pourrait tout à fait être prescripteur effectivement de conseils et dès la petite enfance sur la manière dont il peut agir sur son corps, avec son cerveau, sur sa santé, l'inviter à avoir tel ou tel type de pensée. Alors on travaille un peu maintenant sur la méditation avec les enfants. Mais sur effectivement que l'enfant prenne conscience. La pensée positive, par exemple, pensée positive, on dire à l'enfant pas assez avec son enfant. Oui. Et lui expliquer les mécanismes, comment le cerveau peut agir sur son corps. Il y a des explications dans le livre, ça peut être expliqué de manière simple. Mais vous avez raison, c'est une piste. C'est peut-être votre prochain livre, Stéphane Clerget. En tout cas, on va faire la pause des infos, bien sûr, et puis vous n'échappez pas à ma petite devinette. Alors, si on parle du mariage et qu'on en fait une sorte de menu, comme un menu gastronomique, quel serait le premier plat du mariage? Vous avez évidemment le temps des infos pour essayer de trouver la réponse. Quel serait le premier plat qui correspondrait au mariage? On aura la réponse après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, vous êtes pédopsychiatre, auteur de nombreux ouvrages dont Nos enfants ont aussi un sexe, qui est un peu le fil rouge d'aujourd'hui puisqu'on parle de l'éducation à la sexualité indispensable, qui devrait être toujours indispensable, mais peut-être encore plus aujourd'hui, de manière à ce que ce ne soit pas la pornographie qui leur enseigne, qui leur donne la vision de ce qu'est la sexualité, qui, encore une fois, je le répète, la pornographie c'est du sexe, la sexualité c'est autre chose, parce que la sexualité elle englobe des sentiments, elle englobe une relation à l'autre qui n'est pas juste un objet de plaisir. Et puis vous êtes également l'auteur de ce livre Le cerveau médecin, qui vient de sortir aux éditions Le Duc, et dans lequel vous nous donnez des tas de petits conseils pratiques pour aller mieux et pour être bien dans son corps, dans ses émotions, dans sa tête. Notre devinette du jour, le mariage, si c'était un menu, quel serait le premier plat du mariage? C'est dur, ça serait un hors-d'œuvre évidemment avant l'entrée, mais alors comme hors-d'œuvre... Mais non, ce serait le dessert. C'est joli. Oui, ce serait le dessert évidemment. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, vous êtes en plein dedans, Delphine. En plein dedans, oui. Puisque j'ai un adolescent et un enfant qui est un petit peu plus jeune, mais mine de rien, on va dire un ado et un pré-ado.
Donc, quel âge exactement ? Alors, 16 ans et un qui s'approche des 11 ans, là. Ah bah oui, donc vraiment en plein dedans. 2 garçons, si j'ai bien compris. Voilà, 2 garçons, exactement. Et alors ? Eh bien, justement, c'est par rapport au sujet en lien avec la sexualité, on va dire c'est complètement actuel, puisqu'il y a des événements qui se passent des fois au sein des établissements scolaires, qui sont notamment la soi-disant éducation sexuelle dans nos établissements scolaires, qui vont créer des sujets soit de gêne ou au contraire de conversation. Donc nous avons une conversation libre par rapport à cela. Donc je ne vais pas sur ce terrain-là si mes enfants ne le souhaitent pas, mais quand ils le souhaitent, je suis complètement à l'écoute et dans le partage de ce qui est possible en fonction de leur âge, de leur personnalité, de leur caractère et de leur propre évolution, puisqu'on peut avoir 2 enfants et avoir 2 enfants très différents. Ça, c'est très juste ce que vous dites, et c'est important de le rappeler. Il y a des enfants plus introvertis que d'autres, on n'aborde pas les sujets de la même manière, Stéphane Clerget. Oui, et puis il y en a qui veulent écouter mais qui veulent pas parler, il y en a qui veulent parler mais pas écouter, donc il faut aussi s'adapter à ça et surtout prendre son temps. L'idée, c'est de pas se dire, voilà, je règle le problème en 5 minutes ou même en 1 heure, en une seule fois, quoi. C'est des sujets dont on parle au fil du temps. Oui, ça c'est très important parce que je me suis aperçue donc avec le premier que c'est un caractère qui veut bien écouter mais pas parler. Donc il faut décoder des fois entre les attitudes ou ou prendre la perche quand on sent que là il y a besoin d'un échange. Et en effet, ça se fait comme en semant des graines. Donc c'est des conversations des fois qui vont s'échelonner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et surtout être attentif parce que je le vois dans le cas de mon plus grand. Il y a eu des cours d'éducation, on va dire, sexuelle au sein du collège, où derrière, il n'y a pas eu... c'était des professionnels qui, on va dire, ont parlé, mais sans forcément vraiment d'écoute, ou en tout cas, il n'y a pas eu de temps d'écoute derrière. Donc, ce sont des jeunes qui sont restés avec des a priori, des interprétations. Qui avaient des questions à poser auxquelles on n'a pas pris le temps de répondre, c'est ça ? Ou alors, ils n'ont pas été attentifs, parce que c'est vrai que donner une information, on va dire, à peut-être 30 individus différents, puisque filles ou garçons avec des caractères différents, fait que on ne peut pas être à l'écoute, attentif. Peut-être justement ces différents profils, celui qui écoute mais qui ose pas parler, celui qui parle mais qui au final derrière n'écoute pas vraiment, comme bien vous venez de le dire, Stéphane. Et derrière, ça laisse, on va dire, des interprétations, voire des incompréhensions. Et ce que j'ai beaucoup aimé moi dans la relation que j'ai avec mon aîné, c'est qu'il y a eu en fait on va dire un appel de la part des labos pour faire des tests de dépistage gratuits. Donc cette bande de copains a voulu faire le test, mais sauf que mon ado m'a demandé des informations avant d'aller faire ce test. Et ça nous a permis de parler de ce qui avait été dit 2-3 ans en avant au sein du collège, qui avait été complètement interprété, et où je m'aperçois que cette bande d'ados était partie dans des peurs qui étaient... C'est-à-dire, on leur avait trop montré la sexualité comme étant dangereuse à cause des IST, voilà, etc. Exactement, Brigitte. Et on leur avait mis en avant vraiment, c'était plus le principe de précaution, c'était le principe de dangerosité, que la sexualité engendrait systématiquement une maladie sexuellement transmissible. Donc ces enfants, c'est même plus des enfants, mais ces jeunes ados, et maintenant ces ados, moi je vois le mien en fait, il y a des peurs qui sont ancrées autour de la sexualité par rapport au risque de la maladie. Donc on n'est pas vraiment sur l'aspect pornographique, même si donc avec les je comprends réseaux bien. sociaux... Mais est-ce que ça n'a pas pu être, mais c'est une hypothèse que je lance, j'en sais rien, est-ce que ça n'a pas pu aussi être amplifié à cause de la période Covid ? Alors très bien, c'est une très bonne question, Brigitte, parce qu'en effet cet ado
au moment où il y a eu ces interventions, c'est la période Covid. Stéphane, Oui, c'est un bon lien que vous établissez. Hein. C'est vrai qu'on aborde plus le sujet de la sexualité par les dangers, le viol, le sida, les maladies sexuellement transmissibles. Le risque d'être enceinte. Oui, plutôt que d'abord par ce qui est permis, ce qui est agréable, ce qui est possible. Et à la fois, les intervenants extérieurs, les professionnels, ils sont aussi un peu coincés, parce que s'ils commencent à parler de plaisir, le beau côté du sexe, on risque de dire, oh là là, pourquoi ils parlent de ça avec mon enfant? Donc c'est sûr que quand ils parlent des dangers ou sur un plan très très médical, ils se sentent légitimes et inattaquables. Donc, mais c'est pour ça que je pense que, c'est bien de parler de la sexualité à l'école, mais c'est bien ensuite que ce soit repris par les parents. Et systématiquement. Je pense que la meilleure chose que puissent faire les parents, c'est d'en parler assez tôt, pour que quand les dangers soient annoncés, l'enfant soit déjà un petit peu préparé, quoi. Alors justement, dans mon cas, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des bribes de lancer, ou alors, par exemple, on va prendre l'habitude, on n'a pas la télé, mais on va aller se faire un petit moment convivial autour d'une petite série que l'on aime bien, qui parle justement de l'adolescence et qui parle de la vie au sein du lycée. Et du coup, j'aime beaucoup faire ce rendez-vous, on va dire, quotidien avec mes enfants, parce que c'est tout public. Et ça permet justement de pouvoir aborder des choses indirectement par rapport à ce que ces fameux ados vivent dans cette petite série. Donc moi, c'est vrai que en fait, on l'a mis en place à la période Covid, ce visionnage, où c'est notre petit rendez-vous qui dure 20 minutes et où là, du coup, ça permet d'ouvrir la parole si on souhaite discuter de la relation en fait amoureuse sous différentes formes en fonction de ce qui est mis en avant. De toute façon, dès qu'on arrive à créer un lien commun sur que ce soit sur une série ou quoi que ce soit, c'est toujours très bien pour aussi. Oui, les séries sont des bons supports, et même avec les enfants, parce que dans les séries, on peut voir des petites histoires d'amour. Je parle pas de corps à corps, mais des bisous, puis des thématiques, puisque vous parliez aussi de l'éducation affective en début d'émission, des histoires comme la jalousie ou la douleur à la séparation. Toutes ces thématiques-là, ça peut aussi, c'est l'éducation à la sexualité, et ça s'aborde dès la maternelle ou dès la primaire. On peut parler de ces sujets-là, comment on guérit d'un chagrin d'amour, comment on gère sa jalousie, qu'est-ce que c'est que quand on tombe amoureux. Ça, c'est des choses dont il faut parler avec son enfant. De toute façon, lui, il s'y intéresse. Il me semble que le problème, c'est que souvent, quand on dit éducation à la sexualité, on ne voit que le mot sexe. Comme si tout le monde était obsédé. Non, mais c'est vrai, Stéphane Clerget, je crois que c'est vraiment important de dire que la sexualité, c'est pas du sexe, c'est de l'amour, c'est du désir, c'est des tas de choses qui sont... c'est l'envie de s'unir à l'autre sur tous les plans. Oui, c'est de la relation. C'est pour ça que je crois que le mot affectif parfois fait moins peur, parce qu'il n'y a pas le mot sexe dans le Delphine, je vous laisse conclure, je vous en prie. Oui, mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, Brigitte, parce que je le vois par rapport à ces jeunes qui ont cette approche aussi par les écrans. Moi, je le vois, pourtant c'est un garçon, et dans sa tête, il y a une notion, on va dire, de consommation, c'est-à-dire que lui, il est éduqué avec certaines valeurs, je sais où il en est parce qu'on a des partages, mais par exemple, c'était un garçon qui a peur, clairement, de la jeune fille, qu'il trouve beaucoup plus affranchie, beaucoup plus effrontée, beaucoup plus engageante, on va dire, et beaucoup plus libre et libérée dans... Et donc, parce que vous parlez de la sexualité et le sexe, mais je le vois au sein de la vie actuelle, on a une vraie problématique sur cette génération d'ados, on va dire, où il y a vraiment une notion qui est consommation avant relation.
Oui, c'est vrai, avec c'est intéressant. De la femme qui est beaucoup plus libre, de la jeune fille qui est beaucoup plus libre, voire qui est très consommatrice. Oui, c'est générationnel. C'est depuis effectivement, je veux dire 5 ans, pas tellement plus. Mais effectivement, c'est des choses qu'on constate nous aussi. Il y a une aversion et avec des filles beaucoup plus qui osent davantage. L'éducation les a poussées à ça. Et des garçons, du coup, qui sont un peu sur la réserve, sur la défensive. Et du coup, il faut aussi parler à ces garçons-là. Parce que ils sont bien au fait maintenant des histoires de consentement, mais pas forcément, ils savent pas forcément comment se protéger face. Parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même l'homme qui doit avoir une érection, et nous, on s'en sortira toujours, quoi qu'il arrive. S'il y a un problème, c'est lui qui va prendre. En tout cas, c'est ce qu'ils imaginent à cause de du comportement de leur grand-père, donc qui sont aujourd'hui très très en difficulté. Donc, il faut éventuellement les soutenir dans leur position de défense, parce qu'il ne faut pas dire oui à tout le monde, mais aussi les inviter à faire un choix parmi celles qui le sollicitent. Merci Delphine de votre témoignage qui est intéressant, parce que vous montrez, visiblement, vous êtes très à l'écoute de votre fils et vous montrez bien la difficulté qu'ont les jeunes ados de 15, 16, 18 ans. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre, et on évoque donc l'éducation à l'affectif, à la sexualité. Et merci Magali de nous rejoindre. Bonjour Magali. Bonjour Brigitte, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors moi je vous appelle parce que j'ai entendu des jolis témoignages jusqu'à présent de discussions, et alors moi ma problématique c'est plutôt que justement je n'arrive pas à discuter avec mes ados. Quand ils étaient petits, quand il y a eu des questions, je leur ai répondu de manière très ouverte. Mais depuis qu'ils sont pré-ados et ados, ils me font bien comprendre que ils ont pas envie d'en parler avec moi. Ils me disent que oui, qu'ils savent ce qu'il y a à savoir. Je pense qu'ils savent très bien que je suis disponible pour en parler. D'ailleurs, je leur ai acheté, sur vos conseils, Brigitte, le livre La BD, l'incroyable histoire du sexe, que je laisse traîner dans le salon. De Philippe Bruno, oui. Voilà, régulièrement je le remonte parce qu'il est un peu de temps en temps il est sous la table, donc je le remonte. J'ai acheté une boîte de préservatifs que j'ai mis à un endroit dans la pharmacie où je sais que les enfants passent, donc comme ça, je me suis dit si jamais il y a besoin, il y en aura. Je crois que vous avez fait tout ce qu'il faut et que c'est pas grave, c'est normal. Ils ont quel âge? Alors, mon fils a 20 ans. Lui, il a une petite amie depuis pas mal de temps, donc je pense qu'il a eu ses expériences. En plus, ils sont très amoureux tous les deux, donc je pense que ça a été fait dans un cadre plutôt chouette en tout cas. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, donc je me dis ça c'est bien. Je pense que ça s'est plutôt bien passé pour lui. Ma fille a 17 ans. A priori, elle est célibataire et je pense qu'elle est vierge. Et je me suis posé la question justement, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, que je lui parle de prendre un rendez-vous chez une sage-femme pour qu'elle puisse poser des questions à une personne extérieure qu'elle ne souhaiterait pas me poser à moi. Parce que ce qui m'inquiète quand même, c'est que les témoignages des femmes, généralement, sur notre première fois, y a celles qui ont eu leur première fois un petit peu tardivement en se disant tout le monde l'a fait, donc on va y aller. Et puis il y a celles qui l'ont fait avec un amoureux ou quelqu'un, il y avait un lien, et où là ça a été une jolie expérience. Mais en même temps, moi l'expérience m'a prouvé, à force d'écouter, justement, que c'est pas parce que la première fois s'est passé bien qu'on a une vie sexuelle réussie, et c'est pas parce qu'elle s'est passée mal qu'on a une vie réussie ratée. Donc c'est pas non plus la première fois, mais c'est pas non plus aussi important qu'on voudrait le croire. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais Stéphane Clerget, est-ce que c'est grave que les enfants de Magali, pour l'instant, touchent un peu, bottent un peu en touche? Alors, ils bottent en touche avec leur mère. Rien ne nous dit qu'ils ne parlent pas avec
des amis qui se renseignent pas dans des livres ou sur des sites internet ou qu'ils n'ont pas d'autres personnes avec qui communiquer. Mais quoi qu'il en soit, proposer à une adolescente de rencontrer une sage-femme ou un gynéco, c'est évidemment de bonne loi. Hein. Et je me demandais aussi, bon, je sais pas, je suis désolée si ça peut choquer parce que je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Non, allez-y, Magali. Mais il y a une question que je me suis posée aussi, c'était de lui offrir un petit jouet, un petit sextoy, un petit, enfin voilà, pour lui dire, il faut que tu fasses tes propres découvertes, n'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te fasse découvrir ton corps parce que tu as toi-même des choses à découvrir, mais je sais pas si c'est... Ça, je vous le recommande pas parce que c'est un peu, c'est quand même un peu intrusif venant de vous, étant sa mère. Vous voyez, si c'est sa cousine qui lui offre, c'est autre chose. Entre filles du même âge, qu'elles s'amusent à ça ou qu'elles échangent ou qu'elles en volent un dans votre table de nuit, c'est pas grave. Mais je suis assez d'accord. Il y a quelque chose d'un peu incestuel dans l'histoire. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je trouvais aussi. Et en même temps, je me dis, voilà, j'ai cette peur un peu de qu'un jour elles se disent voilà, toutes mes copines, enfin pas mes copines, ou en tout cas ça se fait, voilà, faut, comme j'ai pu avoir dans mon entourage des personnes qui les premières années ont pas, et puis moi aussi, hein, c'est vrai que j'ai conscience, je pense que j'implique là-dedans des choses qui se sont passées qui m'appartiennent, donc j'essaye de faire la distinction, mais voilà, je me sers aussi de mon expérience pour essayer de la protéger de certaines choses. Et en tant que femme, il y a quand même beaucoup de choses qu'on découvre très et trop tardivement. Et bon, voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait que c'était quand même un petit peu bizarre. Et en même temps, comment lui dire et pourquoi pas pourquoi pas aborder le sujet, alors peut-être en termes un peu généraux, en disant où en sont tes copines dans leurs histoires d'amour, quid de la sexualité des jeunes filles de 17 ans, de manière un peu naïve, si vous voulez absolument aborder le sujet avec elles. C'est-à-dire, vous pouvez la questionner, évidemment pas directement, est-ce que tu as déjà couché ou pas, mais qu'est-ce qu'il en est de tes copines, etc. Et vous verrez si elle a envie d'aborder le sujet avec vous, mais peut-être que ça sera facile finalement. Plutôt qu'offrir un truc comme ça, je trouve que c'est... La discussion, j'ai déjà essayé. Et ce que je disais, c'est que clairement, c'est non, mais c'est bon. Enfin, voilà, c'est assez rapidement on clôt le sujet, quoi. Il n'y a pas de sujet. Mais peut-être parce que vous avez parlé d'elle et pas des copines. Et puis Magali, peut-être que votre fille, tout simplement, pour l'instant, elle est assez introvertie sur ces questions-là, parce qu'elle est peut-être tardive, encore que 17 ans, c'est pas si... non, ça va. La première fois, pour les filles, ça reste 17 ans et demi, je crois. C'est 16 ans. 16 ans, oui. Pas loin de 16 ans, mais bon, dans la moyenne, hein, ça veut dire qu'il y en a, c'est 25. Exactement, donc je crois qu'il faut pas... vous êtes un parent comme tous les parents, Magali, c'est-à-dire que vous êtes un peu inquiète, on aborde ce sujet aujourd'hui, vous vous dites est-ce que je fais tout bien, et comme tous les parents, ça prouve que vous êtes une bonne mère puisque vous vous inquiétez d'essayer de faire tout bien. Mais je pense que si votre fille va bien, si vous avez l'impression que ça va à l'école, ça va, elle est ni anorexique ni boulimique, tout va bien, rassurez-vous et puis laissez-la tranquille. Moi, c'est un peu le conseil que j'aurais envie de vous donner. Elle attend peut-être le mariage, hein. Très bien. Franchement, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter si l'enfant va bien après tout. D'accord. Donc tout va bien. Bon, super alors. Et merci en tout cas de votre réaction parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans qui écoutent et qui n'ont pas osé appeler mais qui sont peut-être aussi dans cette inquiétude-là. Donc merci, merci à vous. Vous avez fait quelque chose pour tout le monde. Allez, on fait une petite pause, on va se retrouver pour le Love Conseil. Et voilà mon Love Conseil. Qu'est-ce qu'une sexualité adulte, n'est-ce pas, Stéphane Clerget? Vous allez m'aider à la définir. Et puis on va jouer justement avec Charlotte qui a reçu un stimulateur clitoris. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Stéphane Clerget, qu'est-ce qu'une sexualité d'adulte? Enfin savoir. N'est-ce pas? En fait, une sexualité d'adulte, c'est une sexualité de quelqu'un qui est mature, qui a appris à contrôler ses pulsions, qui a dépassé ses inhibitions d'ado, qui s'accepte tel qu'il est ou tel qu'elle est, même si elle a des petits seins ou s'il a un petit pénis. Hein. Et puis on accepte aussi les imperfections physiques des autres. Hein. On ne cherche pas la personne idéale. On ose penser à ses fantasmes sans imaginer qu'ils sont nuls ou en tout cas moins intéressants que ceux des autres. On a envie de faire plaisir à notre partenaire, mais on a aussi envie de prendre son plaisir lorsqu'on fait l'amour. On n'hésite pas à se masturber si on a envie, et puis on essaye de se masturber en laissant son imaginaire fonctionner, pas systématiquement en regardant des films porno. On préfère privilégier la qualité de ses rapports sexuels à la quantité. On sait dire je t'aime ou j'ai envie de toi en connaissant la différence entre ces deux déclarations. Je me suis amusée à écrire ce love conseil. On reconnaît qu'on a quand même des tabous, qu'on a des inhibitions. Oui, on n'a pas envie de tout faire. Même l'individu le plus libéré a, je l'espère, des tabous. Hein, notamment, je sais pas moi, la nécrophilie, c'est peut-être pas forcément quelque chose... c'est surtout illégal. Ouais, on est d'accord. Je précise que c'est de faire l'amour avec un cadavre, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et puis on a compris que chaque rapport sexuel est différent, que quand on change de partenaire, il faut se réadapter, que si on n'atteint pas l'extase, c'est pas grave, que ça ira mieux la prochaine fois. Bref, on a compris aussi que la question du consentement, elle est complexe, puisqu'elle dépend d'un individu à un autre et d'un instant à l'autre. Voilà, j'ai fait mon love conseil. Très beau texte. Vous avez des choses à ajouter peut-être? Je dis qu'il faut avoir au moins 60 ans pour avoir une sexualité adulte. Oui, mais on bande plus et on lui brifie plus à 60 ans. Stéphane Clerget, c'est triste. Ouais, je pense que c'est dur. Hein. Donc si déjà on s'en approche, c'est déjà bien. Bon, donc ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. Bon, en tout cas, on se sera bien amusé. Voilà, bon, donc soyons indulgents. Hein. Soyons indulgents avec nous-mêmes et indulgents avec l'autre. C'est peut-être ça. En résumé, c'est peut-être juste ça, une sexualité adulte, hein, d'être indulgent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les jeunes ont du mal à être indulgents avec eux-mêmes et aussi avec autrui, c'est vrai. Charlotte est avec nous. Bonjour Charlotte. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Donc, comme vous êtes adulte, vous avez reçu un jouet intime, ce stimulateur clitoridien, Velvet Curve Cashmere. Je ne sais pas pourquoi les noms sont toujours en anglais, moi qui ai un accent tout à fait désastreux, et de la marque Calexotix. Et on le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors, c'est un très joli objet. On ne sait pas comme ça a priori à quoi ça peut servir. C'est une sorte de coquillage courbé. Hein. Stéphane Clerget, oui, assorti à la couleur de votre veste. Ou un mini téléphone portable. Mais ça ne se met pas à l'oreille. Ah, d'accord. On fait ce qu'on veut. Oui, après tout, on le met où on veut. C'est vrai que depuis le film Intouchable, on sait qu'on peut jouir avec le lobe de l'oreille. Alors, qui sait, hein. Charlotte, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, déjà, j'ai la petite anecdote parce que j'étais pas là quand j'ai reçu le colis. Oui. C'est mon mari qui l'a ouvert en fait parce qu'il croyait qu'il avait reçu un autre colis en même temps. Il croyait que c'était pour lui. Tout pour lui. Donc même pourtant il y a la lettre, il y a mon nom et tout marqué dessus. Mais non, voilà. Il était pressé d'ouvrir son colis. Oui, voilà. Il croyait que c'était un cadeau supplémentaire. Alors il se demandait ce que c'était parce que bon, c'était un colis professionnel. Donc voilà, c'était. Il dit tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, il a pas compris. Remarquez, c'est vrai que quand on voit, regardez la boîte, c'est joli. Il croyait que c'était une souris. Oui, ça ressemble en effet aussi, pour l'ordinateur, je précise. Voilà. Donc voilà. Rigolo. Après il a été voir la marque et tout, puis après quand il a vu la marque Calexotix, il a compris que c'était pas pour lui. Donc il sait que vous avez reçu un jouet que vous utilisez. Et c'était votre premier jouet ou vous en aviez déjà? Non, j'en avais déjà, déjà testé d'autres. Je m'en serais voulu que ça fasse un drame dans le couple. Non.
il n'y a pas de souci, on est très... voilà, vous êtes libre. Voilà, on est libre. Et donc, donc pour l'allumer, il y a un petit bouton sur le dessus. Il faut appuyer longuement quelques secondes pour qu'il s'allume. Et après, il y a 10 vitesses. Et pour changer les vitesses, il faut appuyer dessus et ça change assez facilement. Mais c'est toujours la même vibration. C'est une vibration simple qui augmente d'intensité. Ah oui, vous voulez dire qu'il y a juste l'intensité qui augmente? Oui, voilà, c'est tout. D'accord, il n'y a pas des vibrations différentes. Des rythmes différentes. Non, c'est juste une vibration linéaire. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. Et alors, vous l'avez aimé? Vous l'avez apprécié ou pas? Sincèrement, ça m'a pas fait grand-chose, en fait. Oh, alors faut essayer sur l'oreille, hein. Oui, voilà. Pourtant, j'ai essayé à d'autres endroits pour voir si ça pouvait faire massage, mais non plus. Non plus. En plus, alors sur la notice, ils mettent que, je suppose que c'est une notice qui traduit, qui est utilisée pour tous les jouets, mais bon, ils mettent qu'on peut l'introduire dans l'anus, donc bon, je dis bon. Non. Voilà. Attendez, c'est grave. Donc pour les gens qui lisent la notice, bon, voilà, c'est pas du tout fait pour ça. Et après, ils mettent aussi que le dessus, là, il y a un dessus incurvé, mais en fait, au niveau de la forme, vu que c'est censé stimuler le clitoris, je vois pas comment on peut le mettre. Il tiendrait pas bien. Mais il faut pas introduire ça ni dans l'anus ni dans le vagin. Enfin, non, mais voilà. Donc, je vois pas trop à quoi ça sert le dessus, un peu en forme de coquillage. De coquillage. C'est peut-être pour le tenir mieux en main, pour que ça glisse moins, je sais pas. Oui, mais bon, voilà. Après, il est doux, il est joli. C'est décoratif. Voilà, ça peut faire un truc décoratif. Moi, je trouve regardez, sur le livre de Stéphane Clerget, c'est exactement les mêmes tons. C'est bleu. Sur la table de nuit, ça peut être très très joli. Donc après, comme c'est étanche, on peut l'utiliser dans l'eau. Donc peut-être que dans l'eau, ça fait d'autres sensations. Moi, je l'ai pas essayé dans l'eau, donc voilà. Bon, écoutez, Charlotte, on a compris, il vous plaît pas. Je suis désolée. Redonnez-le à votre mari. Ah oui, j'en voulais. Donnez-le à votre mari. Peut-être que ça servira pour son ordinateur. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Bon, quelle note vous lui donnez? Moi, je lui mets 4. Ah oui, voilà. 4 sur 10, d'accord. Bon, en tout cas, si vous avez envie de voir à quoi il ressemble, parce qu'il est quand même très beau, vous allez sur ruedesplaisirs.com et c'est le Calexotix, le stimulateur clitoris velvet curve cashmere. Merci beaucoup Charlotte, merci pour votre humour. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Alors vous réagissez parce que vous êtes une trans, oui. Delphine, et vous avez envie d'en parler, surtout de ce qu'il faudrait peut-être en tant que parent dire, c'est ça? C'est ça, ouais, ça serait... moi, si je prends mon expérience personnelle, c'est vrai que à mon époque, c'est pas quelque chose qu'on parlait en famille, en fait. On parlait pas de l'homosexualité, de la transidentité, de tout ça. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est bien quand même de pouvoir en parler avec ses enfants, expliquer que un garçon peut être amoureux d'un garçon, qu'une fille peut être amoureuse d'une fille. Bien on sûr. est d'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Alors j'ai 42 ans. Oui, d'accord, oui. En effet, quand vous aviez 10 ans, c'est sûr que c'était pas un sujet... Encore que en 1990, on parlait quand même assez librement de l'homosexualité. Mais peut-être pas en famille. Ah oui, de l'homosexualité, mais peut-être pas trop... Trans, non, en tout cas, la transidentité, non, on n'en parlait pas en famille. Moi, c'est vrai que dans ma famille, on parlait ni de l'un ni de l'autre. Oui. Clairement. Voilà. Donc, je me suis toujours senti un petit peu à part, et puis je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'arrivais pas à trouver de mots. Donc c'est quand j'ai découvert Internet où j'ai pu un peu fouiller et puis j'ai compris en fait, voilà. Mais tard, comme beaucoup de trans de votre âge. Mais tard, ouais, tout à fait. Mais vous trouvez pas quand même, Delphine, qu'aujourd'hui dans la société, on en parle beaucoup de la question trans? Alors on en parle beaucoup. Pas toujours bien, certes. Pas toujours bien. On est bien d'accord là-dessus. C'est un sujet qui commence à se démocratiser. Maintenant, c'est sûr que
on a beaucoup de jeunes qui s'identifient comme personnes trans parce que c'est vrai qu'à l'adolescence on a tendance à se chercher, donc on va pas se mentir. Donc j'ai envie de vous dire, ces jeunes, faut les accompagner sans pour autant les envoyer directement faire des opérations, quoi. Bon, de toute façon c'est interdit avant les 18 ans. Il faut avoir en tout cas en France, et heureusement. Oui, non, mais je pense, enfin, il y a un effet de mode, Delphine. Je crois que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais je crois que ce qu'il faut encore une fois rappeler, c'est qu'en effet, d'abord, même si on est totalement cisgenre, c'est pas si simple de se construire dans son identité, de toute façon. Oui. Et je crois je crois qu'il faut jamais trop se précipiter pour se mettre une étiquette sur le dos ou le mettre sur le dos d'un ado, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut prendre le temps d'analyser les choses. Moi, par exemple, j'ai mis 38 ans pour pouvoir pour pouvoir m'assumer. Donc, pour réaliser qu'en fait, dans votre identité, vous vous sentiez femme, malgré un sexe biologique assumer. Masculin. C'est ça. Alors pour assumer. Après, je l'ai toujours plus ou moins sûr, on va pas se mentir. Mais je me travestissais en cachette. J'étais bien à ce moment-là où j'étais habillé en fille, mais j'avais du mal à m'assumer au regard des gens. J'avais peur du regard des gens. Donc voilà. Donc après, il a fallu passer ce pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Assumer sa différence, c'est de toute façon compliqué, quelle qu'elle soit. Oui. Et d'autant plus à cette époque-là, même si aujourd'hui c'est plus facile. Mais moi, vous voyez, Delphine, il y a une chose que je trouve très dommage, c'est que le carnaval n'existe plus, parce que je trouve que c'était, enfin ça existe encore, mais c'est beaucoup moins. C'était un rituel, je trouve, qui permettait à des gens de s'habiller dans des tenues différentes de la norme, en quelque sorte. Comme il le souhaitait, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Clerget? Je trouve que c'est intéressant. Ça autorisait une fois par an, c'est certes mieux que rien, mais ça permet aussi de faire une expérience. C'est-à-dire de voir et d'avoir effectivement une vision sociale. Vous parliez des étiquettes. C'est vrai qu'il faut pas mettre des étiquettes aux adolescents, mais enfin, ils s'en mettent eux-mêmes. Ils en cherchent. Ils veulent une étiquette. Donc c'est un peu compliqué. Et des fois, il faut qu'on soit un peu, en tant que parent, freinateur. En disant, attends, calmos, t'as cette étiquette-là, mais les choses peuvent évoluer, qu'ils se sentent cis ou qu'ils se sentent trans, d'ailleurs. Mais on parlait là du travestissement, vous en parliez. C'est vrai que je me dis, si des garçons, par exemple, on prend l'exemple de garçons, pouvaient mettre des vêtements féminins, peut-être que ça suffirait. Peut-être qu'ils n'auraient pas besoin ensuite, plus tard, d'aller jusqu'à se faire opérer, parce que ça fait quand même, ça peut faire mal. Donc il y a ça aussi. Moi je vois j'ai en consultation là, j'ai vu cette semaine un jeune enfant de 8 ans qui se sent fille déjà et qui aimerait porter des vêtements féminins et aller à l'école. Et les parents veulent pas parce qu'ils ont peur qu'ils soient embêtés. Donc c'est quelque chose. Une petite fille peut mettre un pantalon sans problème. Oui, ça a l'air anecdotique, mais je pense que c'est quand même quelque chose. Il faudrait encore avancer sur cette question-là. En tout cas, avancer la réflexion entre parents. Ouais, et il faudrait. Merci de votre témoignage, Delphine, parce que on sent que vous êtes absolument juste dans le juste équilibre de cette question-là. J'essaye, ouais. J'essaye. Après, excusez-moi, Brigitte, je vous en prie, allez-y. Ce qui serait bien, c'est effectivement, c'est déconstruire ces codes de la société. Effectivement, je suis d'accord avec Stéphane. Où pourquoi pas un garçon pourrait mettre une jupe. Après, à la limite, un kilt. Voilà. Comme ils font en Écosse. C'est stupide, mais ça permettrait de garder ce côté un peu masculin, j'ai envie de dire, même si on le veut pas, et quand même de dire aux gens, non, regardez, hop, j'ai un kilt, c'est le côté, c'est ce qu'ils portent en Écosse, mais au fond de soi, se dire on est en jupe, quoi. Oui, mais on avance quand même parce que regardez un homme qui met une chemise rose aujourd'hui, il y a plus de problème. Les stylistes font des efforts, on et voit. Ça c'est nouveau. Ça freine, oui.
Bon. Mais on est, en tant que femme, finalement, on est beaucoup plus avancé sur ces questions-là que les hommes. Les femmes là-dessus sont beaucoup plus libres, en tout cas pour le vêtement. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que les adolescentes sont beaucoup plus délurées maintenant. Les hommes peuvent porter des catogan, enfin il y a quand même des choses qui bougent. Ah oui, ça bouge un peu, oui. C'est vrai. Quand même. Oui. Des bijoux, des boucles d'oreilles aussi. Oui. Et puis aller chez l'esthéticienne, enfin il y a quand même des choses qui bougent. Mais enfin, à Paris, dans le métro, les ados qui s'habillent beaucoup plus féminines, qui se maquillent et tout, ils se font emmerder quand même. Hein. Encore, oui. Bon, merci d'avoir réagi, Delphine. Je crois qu'on avance bien, en tout cas dans cette émission, pendant 2 heures. Après que la société avance, il faudra plus de temps, évidemment. On fait une petite pause et c'est Laure qui va conclure avec nous. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous et je rappelle que vous êtes également l'auteur de ce livre qui vient juste de sortir et qui peut peut-être vous permettre d'aller mieux, surtout que je sais que vous êtes tous beaucoup stressés, anxieux. Votre cerveau, vous pouvez le faire aller mieux, le faire mieux fonctionner et ce sera plein de bienfaits pour votre équilibre, votre santé. Ça s'appelle Le cerveau médecin. C'est aux éditions Le Duc. Laure, on va conclure avec vous. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Brigitte. Bonjour. Je suis très contente de partager ce thème avec vous. Alors moi, je voulais plutôt aborder faut-il évoquer le sexe biologique ou du genre, et c'est plus particulièrement le genre qui m'interpelle en fait dans votre atelier du jour. Alors moi je suis maman, j'ai 62 ans, j'ai 2 grands enfants, donc 2 garçons. Avec eux j'ai échangé tout au long de notre parcours parental sans aucune difficulté. En fait, notre base et notre façon de voir les choses avec mon mari, c'était surtout d'être à l'écoute avec eux et d'attendre qu'ils suggèrent les questions pour qu'on puisse aborder tout simplement le sujet. De toujours leur dire qu'on était présent pour eux de façon à ce que quand ils aient une difficulté, ils puissent revenir vers nous. Et parfois, on en a même discuté lorsqu'il s'agissait de leurs propres amis qui étaient parfois dans des situations un petit peu particulières et pour lesquelles ils avaient des difficultés à parler avec leurs propres parents. Bravo, c'est bien parce que c'est vrai que les parents des amis, ça peut être une bonne piste aussi. Voilà. Et puis il y a la question du genre en fait qui m'interpelle parce que c'est pas la première fois que je suis interpellée par ce sujet-là en fait au travers de mes amis, des enfants de mes amis et puis des jeunes enfants aujourd'hui parce que pour moi il y a quand même une chose un peu complexe dans cette histoire-là. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que certains adultes ou certains groupes d'adultes profitent des enfants pour revendiquer leurs propres droits dans leur désir de changer de genre. J'entends par là... Vous voulez dire qu'il y a un peu de prosélytisme ? Oui, j'entends par là, par exemple, une situation qui s'est produite il n'y a pas très très longtemps, en fait, avec la petite fille, d'une de mes amies, qui s'est retrouvée dans la classe. Alors, les parents n'avaient pas été prévenus. Il y avait un spectacle qui avait été amené au sein de la classe avec des comment qu'on appelle ça, des transgenres. Des drag queens. Drag queen, voilà, excusez-moi, je me trompais complètement, en plus ça n'a rien à voir. Et donc ce spectacle avait lieu et à un moment donné, il y a en fait donc ce spectacle qui s'est déroulé, etc. Et la petite fille, à un moment donné, a posé la question de c'est qui la madame. Elle s'est fait réprimander par l'enseignante et en fait l'enseignante lui a dit il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de madame. Alors moi, je trouve ça très, très, très choquant parce que je pense que justement, quand ils sont, alors particulièrement tout petits, où ils sont complètement dans la construction de leur personnalité, de leur future sexualité aussi, donc ils sont dans l'innocence et ils sont à la fois dans la découverte, on ait de tels propos à l'égard de ces jeunes enfants. Moi, je trouve ça assez choquant et en plus parce que ça laisse supposer aussi qu'on est en train de dire à l'enfant qu'il n'est ni fille ni garçon, ce qui n'est pas le cas.
Et donc, à partir de là, je me dis, comment peut-on laisser les enfants évoluer dans leur propre sexualité quand on leur impose cela dans les petites classes et en plus sans le consentement parental? Alors, c'est toujours la même question, Laure. On ne peut pas nier le réel et il est évident qu'on a tous un sexe biologique, à part quelques très très rares exceptions, mais je crois que c'est un enfant sur 200 000 qui va naître avec un sexe indéterminé, mais sinon on a tous à la naissance, on est mâle ou femelle, hein, pour utiliser un terme qui ne blessera personne. On est tous mâle ou femelle à la naissance, et ça c'est le réel. Et une société qui veut nier le réel, c'est une société qui quelque part part un peu à la dérive. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ayant dit cela, il faut savoir que chez l'être humain, contrairement à l'animal, il y a toute une construction psychique qui fait que on va avoir des symptômes, comme on en a parlé hier avec Patrick Lemoine, notre psychiatre. Certains vont être un peu plus borderline que d'autres, plus angoissés que d'autres, etc. Et dans la construction de son identité, eh bien, en effet, on va être plus ou moins mâle, plus ou moins femelle. On voit des femmes qui ont eu des vies un peu comme des hommes, et ça a été très comment dirais-je, marginal à l'époque de Colette ou de George Sand. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et puis on voit des hommes qui ont eu comme je pense à David Bowie pour trouver des exemples comme ça assez parlants pour tout le monde. Donc voilà. Mais vous avez raison. N'oublions pas quand même que le réel il est là, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, je pense que pour quelques encore milliers d'années, on va tous naître mâle ou femelle. Je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche que moi, je vois par exemple dans l'éducation des enfants, j'avais un de mes enfants, voilà, moi j'ai été assistante maternelle pendant quelques années, hein, j'ai fait une petite coupure pour pouvoir être plus proche de mes enfants, et moi je me rappelle de mon deuxième qui, évidemment, j'avais des filles et des garçons qui venaient à la maison en garde, et bien évidemment, j'avais des jouets pour les filles, puis j'avais des jouets pour les garçons. Je n'ai jamais obligé mes enfants à jouer. Mais j'entends bien que vous n'êtes absolument pas on est toujours à la recherche du bien-être de chacun. Mais vous voyez, je venais de parler du carnaval. Je crois qu'on pourrait, que ce serait plus simple de dire à cette petite fille, au lieu de dire il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de madame, de dire tu sais, on a le droit de se déguiser en garçon ou en fille ou en dame ou en monsieur. Tout est possible dans notre société aujourd'hui. Et si elle avait répondu ça, je pense que ça aurait été une réponse qui aurait satisfait tout le monde. Peut-être. On est en fin d'émission, je suis obligée de laisser Stéphane. C'est ça, faut pas non plus trop paniquer. C'est vrai que c'est pas normal que vous ayez été pas informé. Mais après, il faut pas paniquer, c'est parce que l'Institut a dit ça que ça va perturber, parce que vous allez reprendre, et effectivement, comme dit Brigitte, on peut être un homme, on peut être une femme. Bon, parfois les hermaphrodites, physiquement, c'est pas toujours très clair, mais parce que la nature aime pas trop le clivage. Pour autant, effectivement, voilà, c'est un monsieur qui se déguise en dame, et en plus, le drag queen, c'est une dame un peu particulière, c'est une dame un peu clownesque quand même, c'est une caricature de dame. Donc peut-être que quand la maîtresse a dit il y a pas de monsieur, il y a pas de madame, elle voulait juste dire il y a un clown. Les clowns n'ont pas de sexe. Par exemple, oui. Allez, merci en tout cas Laure d'avoir réagi. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Chacun fait comme il peut, et nous aussi d'ailleurs, hein, Stéphane Clerget, on fait comme on peut. Oui, puis les choses peuvent se reprendre, même si des bêtises sont dites, on peut ensuite se rattraper. Oui, absolument. Merci Stéphane Clerget, merci Laure, merci à tous et à toutes. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne, et on sera avec Alain Héril. On va parler de la femme et de sa construction vis-à-vis de son corps. On sait qu'il y a quand même beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui ne sont pas bien dans leur corps. Ça ira de comprendre pourquoi demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.